Nous recevons Paul-Antoine Martin, ingénieur, chef d'entreprise, pour son essai que beaucoup de gens lisent sans forcément le dire, Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État. Voilà, qui est un livre qui connaît un beau succès de librairie. Paul-Antoine Martin, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui a déclenché chez vous le fait de livrer ce témoignage au public? Bonjour. Eh bien, j'ai une carrière qui s'est partagée en deux grandes périodes. Une première période où j'ai travaillé dans le privé, dans deux grandes multinationales, après mon diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu en 91. Donc une période de 15 ans avec deux expériences dans des entreprises de très haut niveau. Hein. Et puis, à l'issue de ces 15 ans, par un hasard de la vie, je suis rentré dans un établissement public, qui est un des 7 grands ports maritimes français. Un établissement public, c'est une société qui a un statut de société anonyme qui est capitalisée à 100% par l'État. Donc c'est pas de l'administration, c'est une société, on va dire, entièrement pilotée par l'État, dans laquelle vous trouvez des salariés qui sont de droit privé, qui ont des contrats de droit privé, et vous trouvez quelques personnes qui ont qui sont fonctionnaires, pardon, et à la tête, vous trouvez souvent un haut fonctionnaire. Et justement, donc dans l'établissement public dans lequel j'ai travaillé, trônaient en fait les uns à la suite des autres des hauts fonctionnaires du corps des ponts, un des 5 grands corps d'État aujourd'hui existants, et c'est en voyant comment ces ingénieurs du corps des ponts, puisque moi j'étais membre du directoire de cet établissement public, donc j'étais en fait le numéro 2 de l'établissement, j'ai pu côtoyer quotidiennement donc un grand nombre de ces hauts fonctionnaires, à la fois corps des ponts et à la fois issus de l'ENA. Donc c'est avec cette expérience-là que j'ai mesuré le gap immense qui existait entre mon expérience passée dans une entreprise comme Shell, où le pragmatisme, le grand sérieux en fait existait, et ça m'a beaucoup appris. Et puis j'ai vécu donc en côtoyant donc l'ensemble de ces hauts fonctionnaires un univers très différent, et je dirais pas opposé, mais on va dire au moins très différent. Et donc c'est en côtoyant donc ces personnes et en voyant donc les résultats que les comportements pouvaient avoir, que je me suis dit il y a vraiment quelque chose à dire aux Français, et il faut que les Français sachent en fait quel est le comportement de ces personnes-là, et plus grave, comment ce comportement affecte la vie de l'État et les résultats finalement de l'État. Voilà, donc j'ai noté pendant plusieurs années des faits, des anecdotes qui sont tout à fait typiques du comportement de ces personnes, de l'état d'esprit, de leur façon de penser. Et donc mon livre, c'est aujourd'hui non pas une enquête journalistique, comme il y a pu en avoir beaucoup sur les hauts fonctionnaires, mais c'est quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire essayer de décrire l'état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit tout à fait particulier. La mentalité ? La mentalité, parce que cette mentalité, cet état d'esprit, finalement, est en amont des actes, est en amont, en fait, des décisions qui sont prises, et donc, finalement, colore tous les actes et toutes les décisions. Et on comprend beaucoup mieux, à partir de là, pourquoi nos administrations s'effondrent, pourquoi on a tous l'impression, ou en tout cas on voit une certaine réalité d'une France qui n'est plus du tout la France des années 60, 70, 80, qui rayonnait de par le monde.
Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, donc, les grands corps de l'État sont en général issus sont composés d'anciens élèves, soit à l'École nationale d'administration, par exemple l'inspection des finances ou la Cour des comptes, ou de l'école polytechnique, donc les ponts, c'est-à-dire les ponts des chaussées, et le corps des mines. Le corps des mines, oui, voilà. Il y a encore moins bien situé par les. Il y a 5 grands corps d'État. Donc c'est l'ultra noblesse. Alors tous les hauts fonctionnaires n'appartiennent pas à un grand corps, mais au sommet de tout le groupe des hauts fonctionnaires trône, et c'est vraiment le mot, c'est trôner 5 grands corps qui sont finalement 5 castes qui sont qui ont comme membres des personnes qui, comme vous le disiez, donc, sont issues de l'ancien ENA, mais maintenant ça va être INSP, et qui sont sortis les premiers de l'ENA, et qui sont rentrés dans l'inspection des finances, la Cour des comptes ou le Conseil d'État. Ça, c'est pour le côté grand corps administratif, et donc 3, et puis vous en avez 2 grands corps techniques, qui sont beaucoup plus anciens dans leur création, puisqu'ils datent du XVIIIe siècle, qui sont le corps des mines et le corps des ponts. Donc, majoritairement, ce sont les meilleurs classés de Polytechnique. Et donc, ces corps fonctionnent en circuit fermé, en vase clos, avec une hiérarchie, en général, fixée par l'âge, où on avance dans une carrière, mais une carrière qui se rétrécit aussi, parce que tout le monde ne peut pas accéder au poste suprême des corps, et donc il y a là encore une course à l'avancée, et c'est ce que vous décrivez très bien. Alors on peut d'abord peut-être expliquer donc ce fonctionnement avant de voir pourquoi il cause aujourd'hui des conséquences assez catastrophiques pour la France, alors qu'autrefois il a fonctionné de façon efficace pour notre pays. Alors d'abord peut-être revenir sur les règles de fonctionnement que vous avez pu observer, et comment ils ont empreint les mentalités des gens que vous avez côtoyés dans votre carrière. Exactement. Alors, ça part du fait que ces 5 grands corps, parce qu'ils se considèrent comme étant l'élite de l'élite, comme ils disent, la super crème, les gens les plus intelligents qui existent en France, puisqu'ils ils en sont convaincus, puisqu'ils ont fait les plus grandes écoles. Voilà, donc ils font une équivalence grande école, grande intelligence, qui est fausse, mais comme elles fondent complètement leur existence, pour eux, c'est une équivalence absolue. Et donc à partir de là, ils se sont appropriés l'État. Et ils occupent aujourd'hui tous les postes décisionnels de l'État au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'ils se sont partagés ensuite tous les secteurs de l'État on va dire pas par grands secteurs d'activité. C'est ainsi que l'on retrouve dans les transports une très grande majorité de corps des ponts, dans l'énergie, le corps des mines, dans les finances, dans l'économie, corps des mines et ENARC, la santé, c'est l'ENA. Voilà, donc ils se sont partagés l'État et ils règne dans chacun des secteurs en se partageant les postes les plus intéressants, les plus rémunérés et les postes qui permettent les meilleurs tremplins pour des carrières prestigieuses. Parce que donc ce sont des hauts fonctionnaires qui bénéficient d'avantages absolument considérables. Et pour moi, le plus considérable des avantages, des privilèges plutôt, c'est l'impunité. Ils se sont finalement, en occupant toutes les places prépondérantes de l'État, ils sont à la fois ils sont donc jugés partis, et c'est comme ça qu'ils se sont construits une impunité vis-à-vis de la justice. Alors, elle n'est pas pleine et entière vis-à-vis du risque pénal. Par contre, sur grande majorité d'affaires, ils sont très forts pour enterrer les affaires et puis sauver par l'esprit de corps qu'ils ont, une sorte de tous pour un pour tous, sauver le soldat qui pourrait être mal en point à un moment donné sur une affaire. Donc ils ont ces ressorts-là, ils ont les moyens administratifs d'enterrer des affaires.
Et le deuxième grand privilège qu'ils se sont octroyés, c'est l'irresponsabilité. Et ça, c'est un des privilèges, comment dire, les plus désirables pour eux, mais le plus terrible pour le pays, puisque nous disposons aujourd'hui d'une élite qui décide qui prend les plus grandes décisions qui soient pour un pays, et qui est de fait irresponsable. Irresponsable parce que leur appartenance au corps, à leur corps d'origine, un des 5 corps que j'ai cités, leur permet d'être entièrement couverts. Le corps, ça sert à ça. Ça sert à couvrir ses membres, une sorte de syndicat qui à la fois couvre ses membres, leur permet d'accéder à des postes de plus en plus prestigieux pour que le corps devienne en masse de plus en plus prestigieux. Et donc c'est un jeu d'allégeance qui se fait prioritairement à leur corps d'appartenance plutôt qu'à l'État. Donc on n'est plus sur le mythique grand serviteur de l'État, on est avant tout en présence de grands serviteurs de leur corps d'appartenance, et les objectifs peuvent totalement diverger avec les objectifs de l'État, et c'est là qu'on se retrouve dans un système que je nomme corrompu, parce que le système est mafieux, de fait par son mode de fonctionnement. Comment dire, je décris un système qui permet à des gens de ne plus viser l'intérêt collectif, mais plutôt l'intérêt particulier ou l'intérêt corporatiste, on va dire. Alors, pendant longtemps, on a distingué effectivement les corps qui relevaient plutôt du droit et que les 3 corps dont on sort dans les premiers rangs de l'ENA, où il y avait souvent une reproduction sociale de la haute bourgeoisie. Les études sur l'inspection des finances, surtout avant la création de l'ENA. L'ENA avait été notamment créée pour démocratiser cela. Mais on avait tendance à épargner un peu les corps techniques en disant que c'était le niveau des ingénieurs ainsi formés qui faisait leur appartenance à la méritocratie étatique. Comment, plus spécifiquement, puisque c'est un des points de départ de votre livre, les corps techniques ont vrillé pour... Alors, effectivement, il y a pendant des décennies, la France a profité de la grande expertise de ces ingénieurs de très haute qualité. Et c'est comme ça qu'on a connu... que la France a été la meilleure au monde sur le TGV, sur le nucléaire, sur plein de secteurs absolument considérables, et qui lui ont permis de rayonner très largement sur le monde. Aujourd'hui, le simple fait de se poser la question, mais quels sont les grands projets aujourd'hui, on est bien en difficulté d'en citer quelques-uns de même ampleur. C'est un peu l'échec du Minitel face à Internet. Il y a de ça. Ça, c'est un cas tout à fait, effectivement, emblématique. Avec ce côté arrogant du français. C'est-à-dire que quand vous alliez le corporatisme d'un grand corps avec l'arrogance un peu naturelle du français, vous obtenez, un cocktail explosif de personnes qui vivent dans un entre-soi et qui sont convaincus de leur très grande intelligence et de fait n'écoutent plus rien. Et tournent en rond dans une même idéologie ou dans un même ordre de pensée. Et ça, c'est la garantie du désastre, en tout cas de l'échec. Moi, je donne quelques exemples ou quelques anecdotes dans le livre. À un moment donné, donc le anti-héros, finalement, le haut fonctionnaire que je décris, et qui s'appelle Ursi, à un moment donné, le Coulange, l'autre héros du livre, est avec lui à une conférence et il entend donc le présentateur qui fait cette conférence et qui est extrêmement médiocre. Il se tourne vers donc son chef, Ursi, et il lui en fait la remarque. Et l'autre de lui répondre, mais du tac au tac, il est bon puisqu'il est du corps des ponts. Voilà, on a cette idéologie de la compétence, de droit divin, parce que j'ai le diplôme. Donc de toute façon, tout ce qui sortira de sa bouche, ça sera bon, et l'esprit critique tombe immédiatement. C'est comme ça qu'on
on découvre en fait une complaisance entre eux qui est... bon, on pourrait en rire si ça n'avait pas d'impact majeur, mais je vais citer un autre exemple qui, lui, montre que cette complaisance, elle est tout à fait mortifère pour l'État. En 2017, les directeurs de port, les directeurs généraux de port qui sont tous corps des ponts, et qui sont en plus ou moins amis parce qu'ils font partie des mêmes promotions. Donc c'est un monde un peu magique, vous voyez, ou merveilleux, où finalement, entre collègues, vous êtes aussi amis, vous bénéficiez des mêmes privilèges, vous savez que vous avez l'impunité, l'irresponsabilité. Enfin bon, c'est quand même un monde on vous l'apprend très jeune. C'est quand même un monde très très particulier, quoi. Et donc en 2017, ils ont décidé de faire un livre sur les grands ports français à la gloire des grands ports français. Bon, en fait, on se rend compte que c'est un livre à la gloire d'eux-mêmes, parce que ces gens-là ont un ego tout à fait particulier, extrêmement développé. Or, les ports français, moi j'ai montré que depuis 1985, les ports français ont stagné. Pas une tonne d'activité supplémentaire depuis 40 ans. Eh bien, ils ont... Alors que d'autres ports, comme celui de Tanger par exemple, se développent à une vitesse grand V. Alors que tout autour du pays, les ports explosent d'activité. Le port de Rotterdam est un port qui est, sur le plan international, un port totalement emblématique qui fait... une fois et demie le port de Rotterdam, le volume de tous les ports français. Voilà. Le port d'Anvers, il fait plus que tous les ports français, etc. Voilà, donc on est dans une situation qui est absolument dramatique. Et donc on voit ces personnes-là, françaises, qui font un livre à leur gloire, et pour cela vont... directement, ils ne se posent pas de questions, aller voir le studio Harcourt, qui est le studio des stars de cinéma, des légendes, etc., pour se faire prendre en photo, faire une sorte de Hall of Fame dans ce livre, et demander à la ministre des Transports de l'époque, en 2017, Madame Borne, qui elle aussi est corps des ponts, de demander à Madame Borne de faire une préface. Et Madame Borne d'écrire quelque chose qui est incompréhensible, sauf si... on connaît en fait la mentalité de ces personnes-là. Elle écrit en fin de préface on ne peut être que extrêmement confiant sur l'avenir des ports français en regardant toutes les actions et tous les résultats déjà passés. Soit la ministre, elle ne connaît rien du tout à l'activité des ports, c'est gênant si elle est ministre des Transports, soit son cabinet l'a enfumé complètement, soit... et ça je pense que c'est la troisième solution qui est la bonne, elle a une complaisance particulière qui dépasse complètement la considération de l'échec de tous ces hommes, et elle décrit que finalement ils ont très très bien travaillé. Or, on est dans un échec total. Et donc ce que j'ai vu régulièrement, c'est la complaisance qu'ils ont entre eux. Une personne qui sort d'un grand corps ne peut pas échouer, elle est de toute façon supérieure aux autres. Il y a une forme de nouvelle aristocratie, grande aristocratie, et il y a aussi une forme d'autisme finalement. En fait, c'est une absence d'ouverture. D'autisme social. C'est une absence d'ouverture aux autres et à la nouveauté. Il faut s'imaginer... vous êtes haut fonctionnaire d'un grand corps, vous avez la garantie d'emploi à vie, vous avez la carrière prestigieuse garantie, vous avez le salaire qui ne fait qu'augmenter de façon garantie, vous pouvez bénéficier de pantouflage extrêmement profitables, c'est-à-dire passer dans le privé et multiplier, décupler peut-être votre salaire. Vous bénéficiez de l'irresponsabilité alors que vous êtes tout en haut de l'échelle, de l'impunité, d'un réseau extraordinaire. Bilan, ça crée un état de confort qui est absolument incroyable dans le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est extrêmement changeant. Très concurrentiel. Concurrentiel, mouvant. Et notre élite vit, elle, dans un monde qui est totalement... protégé et immuable, dont les règles permettent l'immuabilité. Donc, de toute façon, ils sont, comme on dit, totalement déconnectés et totalement en décalage, évidemment, par rapport, en fait, au monde réel. Et ça crée ce qui est très dangereux, en fait, dans leur mentalité. Ça crée une sensation ou une perception du réel qui est de toute façon voilée et fausse. Et même, ils vont se construire
un réel virtuel, une virtualité qu'ils vont considérer être le réel, différente du vrai réel, on va dire, mais ils vont considérer que leur virtualité est de toute façon plus juste que le réel. Ils se considèrent, pour certains, qui vont très loin dans cette assurance de soi jusqu'à l'hubris. On voit un homme comme Emmanuel Macron, ancien inspecteur des finances, donc là, pareil, la grande noblesse des corps d'État, des grands corps d'État. Aujourd'hui, on observe un homme qui est effectivement dans l'hubris et qui considère qu'il est plus fort que le réel. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un lien, au moins pour le corps technique, avec une mauvaise digestion du passage à la société informatique, puisque on voit que ce que vous décriviez tout à l'heure, le TGV, le nucléaire, tout ça s'arrête en termes d'invention vers 1980. Donc au moment où justement la micro-informatique, est-ce que ces gens ne sont pas restés dans un mode de fonctionnement au quotidien qui est celui des années 50 ou 60, voire plus ancien? Est-ce qu'il n'y a pas c'est pas à leur décharge, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une adaptation des structures, des vieilles structures administrativo-techniques françaises à la mondialisation et aux défis des nouvelles technologies? Tout à fait. Alors, je vois deux réponses, en fait, à cette proposition. D'une part encore, je vais reprendre l'aspect psychologique. Quand vous êtes dans ce monde que j'ai décrit précédemment, vous n'avez pas besoin de vous dépasser. Vous n'avez pas besoin d'être curieux, d'aller chercher ailleurs des nouvelles idées, etc. Puisque de toute façon, tout vous tombe tout cuit. La carrière est même gérée par votre grand corps, par des amis, on va dire. Et puis vous bénéficiez de toute façon d'une carrière prestigieuse. Donc vous n'avez pas besoin, sauf pour ceux qui veulent faire une carrière sur-prestigieuse, mais sinon pour une grande partie, vous n'avez pas besoin d'aller vous renseigner, d'aller lire, d'être curieux, d'avoir un esprit inventif. Et donc l'innovation, ça ne fait pas partie du tout des gènes. Moi, j'ai observé, dans cet univers-là, le mot innovation est arrivé dans cet univers-là que depuis quelques années, 3-4 années. Ce qui est complètement incroyable, puisque aujourd'hui, la seule possibilité, de se développer, c'est par l'innovation, par la créativité, etc. Il faut voir que ce sont des individus qui n'ont pas besoin, comme je le disais, d'aller chercher ça, parce que finalement, les postes leur appartiennent. Donc, quand on regarde par exemple les grands ports, mais vous allez trouver pareil dans la santé, vous allez trouver pareil dans l'énergie, etc., peu importe qu'ils soient compétents ou pas à ce poste-là, le secteur leur appartient. Il ne peut être donné, le poste, quand il est ouvert, ne peut être donné qu'à quelqu'un du corps. Le secteur leur appartient. Donc ça leur revient. Peu importe qu'ils soient compétents ou pas, puisque ce n'est pas la compétence qu'on note. C'est le réseau, c'est la capacité, c'est la loyauté au corps, etc. Donc c'est ça qui permet de les aspirer. Et donc la compétence, elle n'est finalement pas utile. Et moi j'ai noté, par exemple, dans les grands ports, lieu de l'international, frontière du commerce international, des directeurs qui ne parlent pas anglais. Et ils ne se posent même pas la question de l'utilité de parler anglais. C'est pas un sujet. Parce que finalement, rencontrer un client, c'est pas un sujet. Oui. Voilà. On n'a pas dans tous ces univers-là des gens, et vous avez dit le mot tout à l'heure, on a des administrateurs et non pas des gestionnaires. Quand vous avez par exemple des ports étrangers, comme des grands ports comme Rotterdam, Anvers, etc., vous n'avez pas ces mentalités-là. Ces pays-là font bien attention de placer dans ces postes-là des gens qui sont compétents pour ça, des vrais marchands internationaux. En fait, ils n'ont pas d'obligation de réussite. Ils n'ont pas d'obligation de résultat, de réussite. Oui. Ils ont une obligation de moyens, on va dire. Ils rendent très peu compte. Et finalement, ça crée
ils rendent très peu compte parce qu'il y a bien des organismes de contrôle, mais on va dire, c'est perverti par le fait que vous avez l'audité et l'auditeur appartiennent souvent au même grand corps. Donc la loyauté, la solidarité qui existe entre eux va permettre d'effacer les aspérités de l'audit. Et de toute façon, vous ne verrez jamais transpirer dans le domaine public les erreurs des ingénieurs ou des grands administrateurs de ces corps-là. Ça va se traiter en famille, on va passer l'éponge dessus, mais vous ne le verrez pas exposé à l'extérieur. Ce qui fait que ces gens-là veulent donner l'impression qu'ils ne peuvent pas se tromper. C'est ça qui est absolument étonnant. Ils ne peuvent pas se tromper et ils vont déformer le réel jusqu'à ce qu'ils prennent la forme de leur on va dire, fantasme ou de leur projection. En fait, la vraie réalité qui survit, c'est celle entre les différents corps, les différents grands corps et les différentes écoles d'origine. On a l'impression que finalement, chacun protège son précaré par rapport aux avancées des autres grands corps. Voilà, on est dans un monde qui est extrêmement mouvant, extrêmement changeant, et vous avez un lieu comme ça, de l'immuabilité, qui veut absolument le statu quo. Puisque le statu quo, comme ils sont arrivés à un niveau de privilège qui est considérable, et que finalement, c'est eux qui disposent du pouvoir en France, beaucoup plus que les politiques, ce qui crée un vrai problème démocratique, eh bien, leur objectif aujourd'hui, c'est le statu quo. Et ça crée aussi des personnages qui, finalement, vont manquer de courage, puisqu'ils vont absolument chercher le compromis à tout prix, la compromission, la fuite devant les éléments qui pourraient être mauvais pour eux. Je raconte une anecdote qui est absolument incroyable, et ça, tout ce que je raconte, je l'ai vécu, je l'ai vu. Donc Ursi, qui était un homme très peu courageux, et pourtant ces personnes-là pourraient être courageuses puisqu'elles ne craignent rien. Elles ne peuvent que gagner finalement. Mais bon, ça crée des personnalités peu courageuses, suivistes, aimant l'immobilisme, et cet homme-là avait peur du syndicat majoritaire qui est la CGT. Et donc il s'était fait construire... c'est vraiment incroyable. Il s'était fait construire dans son bureau un passage secret pour pouvoir déguerpir à toute vitesse en cas de conflit avec le syndicat. Donc il s'était fait fabriquer pendant les week-ends, à l'écart en fait de toute présence de salariés, etc., un passage secret qu'il était le seul, où ils étaient 2-3 à connaître dans le port. Et un jour, justement, il y a eu par sa faute à lui, il y a eu un conflit avec le syndicat qui ne lui voulait pas forcément du mal, mais il voulait discuter avec lui. Et lui a pris peur et il s'est enfui, mais comme un petit garçon. Il s'est enfui par le passage secret et il s'est mis à courir à travers le port en allant se réfugier dans un autre bâtiment. Et il est resté cloisonné dans un bureau pendant toute une journée. Et en revenant, parce qu'à un moment donné, il faut bien revenir, et on retrouve le mode de fonctionnement ou les paroles qu'on a pu entendre chez Mme Oudéa-Castéra ou chez M. Macron, c'est que finalement, ce comportement de petit enfant qu'il a eu est totalement irresponsable. Il l'a transformé à son avantage, comme Mme Oudéa-Castéra a pu dire lorsqu'elle est partie de l'Éducation nationale après un mois piteux. Je n'ai pas menti, c'est le réel qui me donne tort. Oui. Ou alors Emmanuel Macron qui dit, quand il est interpellé par un journaliste qui lui pointe l'échec d'une de ses mesures, je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a pas marché. Vous voyez, c'est toujours, moi je sais que j'ai raison, mais le réel ne suit pas, c'est pas bon. Alors, vous disiez que ce sont les membres des grands corps qui tiennent aujourd'hui le pouvoir politique en France, non seulement parce qu'ils tiennent la haute administration, mais parce qu'ils s'aventurent
volontiers en politique. Bien sûr. Vous avez cité Mme Borne, vous avez cité le président de la République Emmanuel Macron. Et on peut en citer encore beaucoup d'autres qui sont ministres. Et effectivement, on atteint des taux de hauts fonctionnaires dans les gouvernements de 80%. Tous les cabinets sont truffés de hauts fonctionnaires jeunes, très jeunes, 25, 28 ans, parce qu'il faut, si on veut vraiment faire une carrière brillante, très brillante en tant que haut fonctionnaire, le passage important, c'est de faire conseiller de ministre dès la sortie de l'école. Donc, ils ne savent rien en sortant de l'école, mais ils sont conseillers ministériels. Donc ça, c'est assez fabuleux en France. On n'a pas des experts, mais on a des grands administrateurs, tout jeuneaux, qui conseillent pour des décisions majeures. Donc ils sont très majoritaires aujourd'hui dans les gouvernements, ce qui, à mon sens, induit un changement vraiment de mentalité, parce que la mentalité du technocrate, c'est pas la mentalité de l'élu qui s'est confronté à la population, qui a gravi les échelons, qui a su donner confiance. Le technocrate n'a pas besoin de la confiance de la population, et le technocrate a, lui, pour habitude d'appliquer des consignes, des directives, voire même de transformer son idéologie en directive. Et c'est là qu'on bascule, à mon sens, de façon très insidieuse vers un système qui a l'apparence d'une démocratie, mais qui devient ce que certains appellent une technocrature. Et sachant que toute la haute administration, qui dispose d'une grande partie du pouvoir aujourd'hui en France, est dans un angle mort démocratique. Le citoyen, quand il va voter, il ne vote pas pour un haut fonctionnaire, puisqu'il ne connaît même pas son existence. Il vote pour un élu. Et l'élu est dépendant de la haute fonction publique qui est autour de lui. En fait, autrefois, il y a quelques décennies, la majorité des membres du gouvernement étaient des députés-maires, des gens qui avaient été élus par leurs concitoyens et qui s'étaient spécialisés, ou pas d'ailleurs, dans un domaine, mais qui avaient déjà savaient discuter, dialoguer avec les autres élus et souvent porter les doléances de ceux qui l'avaient élu, alors qu'aujourd'hui, avoir été un élu local est très mal vu. Et discriminant. Et discriminant même. C'est-à-dire qu'on passe en fait de dirigeants politiques qui ont une véritable histoire personnelle, qui se sont, construits avec la population, à des gens qui n'ont pas du tout cette histoire personnelle, qui ont évolué dans une administration et qui sont empreints du fonctionnement administratif qui n'est pas du tout adéquat pour diriger une population. Alors vous décrivez aussi des phénomènes peut-être secondaires, mais qui expliquent la mentalité de ces gens qui nous gouvernent. Alors que on sait tous les problèmes que traverse la France actuellement. Et on voit que certains sont, vous les décrivez très bien, obnubilés par la remise d'une décoration, par des petites sucreries supplémentaires, alors que vous décrivez déjà que pour beaucoup, ils ne travaillent pas énormément en termes de volume horaire. On a l'impression donc qu'ils utilisent une bonne partie de leur temps, premièrement à avancer dans leur grand corps, et deuxièmement à assurer le décorum. Eh bien, je reviens encore à cette psychologie en fait qui découle de cet univers dans lequel ils sont, que je décrivais tout à l'heure. Quand tout tombe de façon assez facile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'envoyer de CV, ils n'ont pas besoin de faire des formations pour se remettre à niveau. Pour se remettre à niveau. Jamais, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, puisque de toute façon, ça leur tombe tout cuit et que leur diplôme les accompagne jusqu'à la tombe. Certains même demandent à ce que dans les loges funèbres qui sera célébré pour eux, soit marqué qu'ils ont fait l'ENA, qu'ils ont été au corps des ponts ou au corps des mines. Donc ça formate des esprits. Eh bien, quand vous êtes dans cet univers-là, finalement, la question que vous vous posez, c'est pas comment je fais pour améliorer mon pays à qui je dois tout. C'est le pays me doit tout, je renverse, le pays me doit tout, et le pays me doit la carrière. Et donc moi, je vais travailler en élargissant mon réseau à favoriser ma carrière. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, Coulanges rentre dans le bureau d'Ursi,
Et il découvre Ursi non pas en train de travailler, mais en train de... enfin, c'était son travail pour lui. Pour Ursi, c'était une partie de son travail. Rédiger des petites cartes de félicitations. Et donc il lui demande, mais pourquoi tu fais ça ? Parce que lui, il avait des vraies questions importantes professionnelles à lui poser sur des sujets donc, du moment. Et l'autre de lui répondre, mais bah, tu vois, tous les matins, je lis le journal officiel, je regarde tous les hauts fonctionnaires qui sont nommés, et puis bah, je leur envoie une petite carte. Je ne les connais pas forcément, mais ça fait toujours plaisir, et puis ils se rappelleront de moi. Un jour, bah, il y en a un qui pourra parler au préfet ou au ministre, et je pourrai peut-être gravir plus vite et gagner en carrière. Voilà, 1 heure, 2 heures d'activité le matin pour cette personne-là, qui considérait ça comme du travail. Alors, je passe les cocktails, je passe les voyages à l'étranger, etc. Mais tout ça fait partie, en fait, il le considère du travail. Et c'est un univers où, effectivement, on va aller chercher plus que le travail, puisqu'il n'y a plus besoin, comme je le disais, de se vendre. Ils vont chercher la médaille. Donc, ça va être la médaille, c'est l'ordre du mérite. Après, c'est la Légion d'honneur. Et puis, on essaie de se coopter ensemble pour avoir la Légion d'honneur. Regardez, c'est un exercice que je fais tous les 6 mois. Je regarde le journal officiel qui correspond à la liste des attributions de la Légion d'honneur. Regardez toutes les personnes nommées, vous en trouvez peut-être la moitié qui sont issues de la haute fonction publique. Ce qui est amusant, c'est que Emmanuel Macron a pris le temps de faire une grande réforme des ordres nationaux et ministériels en divisant par 2 les contingents, comme s'il fallait d'ailleurs... Or, on le voit mal, attribué moins souvent au grand corps. Donc c'est plutôt la société civile, ce serait plutôt les entrepreneurs qui ne seront plus décorés. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est encore une aberration. Mais c'est aussi un signe, c'est-à-dire que quand la haute fonction publique a tant de poids par rapport aux politiques, on voit que le politique a besoin, de les amadouer aussi, de les récompenser, même s'il n'y a pas besoin. Ils font aussi leur travail. Hein. Donc on voit aussi, c'est un acte de faiblesse finalement. C'est un acte de faiblesse du politique vis-à-vis de la haute administration, qui elle est ultra puissante et qui n'est pas forcément compétente. Alors, dernière question, est-ce que votre livre, votre roman, mais qui est aussi à sa façon un essai sur ces milieux que vous avez côtoyés, est-ce que ce livre leur fait peur et est-ce que leur meilleure défense, c'est surtout le silence autour de leur petit univers ? Alors, je pense que c'est le silence. Surtout éviter l'effet Streisand, éviter qu'il y ait un effet d'emballement autour du livre parce que ils savent que tout est vrai. Ouais. J'ai eu, et j'en étais très content, énormément de retours. Donc ça a été une grande surprise de voir le nombre de retours que j'ai eus, mais venant de tous les horizons possibles, voire même d'anciens directeurs de port qui m'ont dit « mais bravo, nous on ne peut pas le dire, mais je suis outré de voir comment mes collègues se comportent ». Vous voyez ? Donc même des anciens du corps des ponts m'écrivent pour me dire ça. Oui, parce que tout le monde n'est pas non plus pourri dans ces structures. J'ai vu des hommes exceptionnels, parce que, évidemment, ça produit des hommes exceptionnels, des hommes très vertueux, des hommes qui ont intimement le service de l'État et la volonté de faire progresser le système. Mais ces gens-là, dans cet univers-là, ils étouffent. Et ils sont même poussés à l'extérieur. C'est ça la perversion du système, c'est qu'ils sont poussés à l'extérieur. Les meilleurs partent. Les meilleurs partent. Et ils partent dans le privé. Et ils sont partis, donc les 3 que je connais, sont partis dans des postes remarquables et ils font des carrières exceptionnelles. Il y en a un, par exemple, c'est l'ancien... c'est le directeur général actuel des chantiers de l'Atlantique, par exemple. Vous voyez, c'est un vrai capitaine d'industrie. Il a été poussé dehors par ses collègues anciens directeurs des ports. Donc ça montre la perversion du système et on va trouver évidemment la même chose dans les hôpitaux, dans tous les autres secteurs de l'État, ce qui montre que effectivement on perd les meilleurs, on garde ceux qui ont l'esprit
profondément corporatiste. Et de fait, la qualité de l'ensemble de l'administration s'effondre. Alors, donc j'ai eu beaucoup de retours, pour revenir à ça, des ministres, un ancien Premier ministre, qui est porté par, qui s'intéresse beaucoup au sujet du maritime, qui a lu le livre, c'est un ancien collègue à moi qui le lui avait conseillé, il l'a lu en une nuit, et le lendemain, le collègue l'a vu et il lui a demandé « mais vous avez l'air très fatigué » et cet ancien Premier ministre de répondre qu'il avait lu le livre et qu'il était sidéré. Et de continuer en disant « mais soit le gars qui a écrit ce livre est complètement fou, soit c'est vrai et c'est très grave ». Et non, je ne suis pas fou, le collègue lui a confirmé que c'était effectivement très grave et que tout était vrai. Donc soit il y a un déni du politique, soit il y a une peur du politique de dire « non, moi je préfère être dans le déni et ne pas voir, parce que si je m'affronte la haute fonction publique, je suis un homme mort ». Donc je sais qu'il a été lu à Matignon, je sais qu'il a été lu à l'Élysée, puisque Emmanuel Macron, dans un discours en novembre, a eu une phrase qui montre bien qu'il a repris un des éléments que j'avais révélé, c'est-à-dire que depuis 40 ans, pas une tonne de plus d'activité dans les ports français, ce qui est une catastrophe, malgré des milliards et des milliards d'investissements. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas une tonne de plus dans les ports français, malgré des milliards et des milliards d'investissements. Ça veut dire des centaines de milliers d'emplois non créés, alors qu'on cherche des emplois, on cherche à créer des emplois en France, des milliards de retombées économiques qui sont retombées non pas en France, mais en Belgique, en Benelux, en Allemagne. Donc finalement, la France a permis au Benelux et à l'Allemagne de développer ses ports, et, vous le citiez tout à l'heure, au Maroc, de développer Tanger. Le port de Tanger qui explose aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est vraiment une catastrophe. Alors j'ai reçu aussi des messages de toute la société civile, un académicien, polytechnicien qui m'a félicité sur le livre en me disant « mais j'ai vécu des choses semblables ». Il y a 2 jours, il y a encore un autre polytechnicien qui m'a écrit pour me dire « bravo d'écrire ce livre, j'espère qu'il va avoir un impact ». Voilà. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont dans ce système-là et qui ont honte de ce système-là, parce que là on peut parler de honte, et qui ont la conscience que ce mode de fonctionnement détruit notre pays, mais le détruit en profondeur. Voilà. Écoutez, mais merci beaucoup Paul-Antoine Martin, et nous espérons donc que le Clan des Seigneurs, qui est publié aux éditions Max Milo, va continuer son bout de chemin et faire évoluer les mentalités sur le sujet. Merci encore de votre fidélité à Omerta. Les sanctions imposées à la Russie sont quelque chose que aucun pays n'a jamais affronté. L'objectif des États-Unis était de faire s'effondrer l'économie russe, mais le motif derrière cela n'était pas d'enseigner une leçon à la Russie pour son invasion de l'Ukraine. L'objectif était plutôt de montrer au monde qu'il n'existe aucune puissance suprême autre que les États-Unis capable de tout faire à sa guise. C'est parce que l'imposition de sanctions à la Russie n'était pas la solution au problème Russie-Ukraine. La solution résidait dans des pourparlers de paix. Cependant, les États-Unis ont choisi une autre voie en imposant des sanctions pour maintenir leur pouvoir en l'état. Mais la Chine a réservé une surprise aux États-Unis. Le dernier rapport commercial entre la Chine et la Russie indique que les importations russes en Chine ont atteint le plus grand pic de l'histoire, ce qui signifie que l'économie russe prospère plus que jamais. Mais pourquoi la Chine a-t-elle aidé la Russie? Découvrons-le. Le commerce entre la Chine et la Russie est sur une trajectoire remarquable en 2023, défiant les incertitudes économiques mondiales. Cette croissance dynamique, qui dépasse le commerce de la Chine avec d'autres partenaires majeurs, illustre une relation commerciale profonde entre ces 2 pays voisins. Les données reflètent non seulement l'expansion de leur coopération commerciale au-delà des produits traditionnels, mais mettent également en évidence le potentiel de croissance supplémentaire dans une chaîne industrielle. De janvier à juillet 2023, le commerce entre la Chine et la Russie a enregistré une impressionnante croissance de 36,5% en glissement annuel, atteignant un volume total de 134 milliards de dollars, selon les données des douanes chinoises. Cette augmentation substantielle a propulsé la relation commerciale à de nouveaux sommets.
Au cours de cette période, les exportations chinoises vers la Russie ont connu une hausse stupéfiante de 73%, totalisant environ 64 milliards de dollars, tandis que les importations de biens et de services russes en Chine ont augmenté de 15,1% pour atteindre 71,55 milliards de dollars. Ces chiffres reflètent un partenariat commercial prospère. Des experts et des observateurs ont noté que la collaboration entre la Chine et la Russie s'est étendue au-delà des produits de base pour englober une chaîne industrielle plus large, marquant un changement significatif dans leurs relations commerciales. Cette expansion est considérée comme une démarche stratégique qui permettra à ces deux nations de mieux faire face aux aléas économiques mondiaux. Selon Song Kui, président de l'Institut de recherche économique contemporaine Chine-Russie, ces données mettent en évidence la résilience et la profondeur de la coopération sino-russe. Alors que les fluctuations des données mensuelles du commerce sont courantes en raison de la dynamique des marchés internationaux, la tendance à long terme démontre un partenariat robuste et intégré. La croissance remarquable du commerce entre la Chine et la Russie a non seulement dépassé la croissance globale du commerce extérieur de la Chine, mais a également surpassé son commerce avec des partenaires mondiaux majeurs, dont l'Union européenne, les États-Unis et le Japon. En termes de dollars, le commerce extérieur total de la Chine au cours des 7 premiers mois de 2023 s'élevait à 3,4 billions de dollars, reflétant une baisse de 6% en glissement annuel. En revanche, le commerce de la Chine avec la Russie a progressé, mettant en évidence la force unique de leur partenariat. Le succès de la compensation en monnaie locale dans le commerce bilatéral a joué un rôle crucial dans cette croissance. Les entreprises chinoises et russes cherchent de plus en plus à réduire leurs coûts et leurs risques en réduisant leur dépendance vis-à-vis du dollar américain, renforçant ainsi leurs liens économiques. Avant de poursuivre, dites-nous si vous appréciez la vidéo. Si oui, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos. Continuons maintenant. Le volume du commerce Chine-Russie en 2022, qui a atteint un pic sans précédent de 190 milliards de dollars, a jeté les bases de la croissance actuelle du commerce. Cette histoire de solides relations commerciales a préparé le terrain pour une coopération plus étroite dans la chaîne industrielle transfrontalière. La raison pour laquelle la Chine et la Russie se sont rapprochées est liée aux sanctions imposées à la Russie, mais nous en parlerons plus tard. Song Kui a déclaré que la construction de chaînes industrielles transfrontalières, que ce soit dans les industries de l'énergie, de l'exploitation pétrolière ou de la transformation des aliments, est l'endroit où les deux pays coopéreront davantage et continueront à libérer leur potentiel. En mai 2023, le Premier ministre chinois Li Keqiang a réaffirmé l'engagement de la Chine à développer la coopération commerciale avec la Russie, soulignant également la nécessité d'améliorer le volume et la qualité de la coopération bilatérale. Ces déclarations mettent en évidence le désir de la Chine de promouvoir des relations mutuellement bénéfiques avec des pays du monde entier, y compris la Russie, dans le cadre de sa vision d'une économie mondiale ouverte. L'engagement de la Chine envers une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative de la ceinture et de la route reflète son désir d'insuffler stabilité et élan à l'économie mondiale. Ces sentiments font écho aux efforts diplomatiques de la Chine pour faciliter les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, soulignant son engagement à résoudre les conflits et à promouvoir la stabilité sur la scène mondiale. La croissance robuste du commerce sino-russe comporte également des implications géopolitiques plus larges. Elle suggère que les sanctions imposées par les États-Unis à la Russie n'ont pas découragé la Chine de renforcer ses liens avec son amie la Russie. L'accent mis par la Chine sur l'offre d'opportunités égales à toutes les nations et la protection de son allié la Russie souligne son engagement envers ses objectifs de politique étrangère. La position de la Chine sur les sanctions est une expression de son désir de tracer une voie indépendante dans les relations internationales. Elle estime que la coopération économique, le dialogue et la diplomatie sont des outils plus efficaces pour résoudre les conflits et promouvoir la stabilité mondiale que les mesures punitives. En continuant à s'engager avec la Russie, la Chine cherche à favoriser la stabilité régionale et mondiale, même face à des tensions internationales. Nous aimerions prendre un moment ici pour vous remercier tous de vos commentaires et de vos opinions. Vos idées nous impressionnent toujours.
Pensez-vous que la décision de la Chine d'aider la Russie est correcte? Que se serait-il passé si les choses se passaient comme les États-Unis le souhaitaient maintenant, alors que tout se passe vraiment à l'opposé de ce que les États-Unis anticipaient? Peut-on dire que l'utilisation injuste du pouvoir par les États-Unis a pris fin? Faites-nous part de vos commentaires dans la section des commentaires. Pensez-vous que la question de la Russie et de l'Ukraine a exposé les États-Unis? Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, aimez, partagez et abonnez-vous pour obtenir des vidéos exclusives. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez branchés.